Bonjour Georges, Bonjour Pedro. comment vas-tu aujourd'hui? Oui, ça va bien. Je sens une petite crève qui arrive cette saison et on est un peu fatigué, ça se voit dans nos yeux. On récupère pas des déplacements. Et puis là, on Effectivement, a failli se coller un truc supplémentaire. Vous le savez pas, mais on n'a pas réussi. On n'a pas réussi parce que c'est un peu cher, mais on a failli aller à Abuja ce week-end, voilà, pour le sommet de la CEDEAO, des États de l'Afrique de l'Ouest. Parce que je pense que le sujet intéresse. Mais on va le faire un peu en distanciel. Voilà. tout à fait. Et bonjour à Ce tous, je vois qu'il y a, comme c'est écrit, il y a tous les fidèles, il y a Marco, Ankou, Ipati, exactement, Ifouchoku, bonjour à tous. J'espère que vous n'êtes pas malades et que tout le monde va bien. alors j'ai Désolé pour le découvert petit retard, mais voilà, on est un petit peu tendu, heu, on va améliorer. tout à fait. Alors, on va commencer, notre premier sujet du jour de la revue d'actualité. Alors, un instant, en parlant d'un naufrage et ce naufrage n'est pas celui du gouvernement actuel ou d'Emmanuel Macron, mais un naufrage qui a eu lieu il y a exactement, 25 ans et dont tu vas nous remémorer Georges, de quoi il s'agit? Et bien voilà, ce jour-là, il y a 25 ans, ça ne nous rajeunit pas, il y a eu le naufrage du pétrolier Erika, qui était un pétrolier de Total. Et ça avait été une des plus grandes catastrophes, heu, pétrolières, une des pires marées noires, sur les littorales, de la Bretagne et c'est allé jusqu'à Noirmoutier. Or, il se fait que, étant, au service militaire à l'époque, j'étais jeune lieutenant, enfin jeune sous-lieutenant, j'ai participé à Noirmoutier avec les soldats, au nettoyage de la plage pour enlever, nous, c'était un peu en phase finale, c'était pour enlever les gros bouts de pétrole dans le sable. Alors, pourquoi ça? Bah, d'abord pour le rappeler, parce que c'est 25 ans, c'est une date importante. Nos concitoyens dans la région ont été marqués. Il y a eu beaucoup de destruction écologique, énormément d'animaux, en particulier d'oiseaux, en sont morts. Également pour rappeler que l'un des problèmes, c'est que ce bateau était, si je me souviens bien, pavillon maltais et que une grande partie de la flotte mondiale a des pavillons bizarres, soit Panama, soit Liberia, ça passe à un Bahamas, moment donné, hein? Pardon? Bahamas aussi. Bahamas. Bahamas et donc beaucoup de paradis fiscaux, d'États où la législation est, plutôt légère sur, les conditions de sécurité, et ce bateau n'avait pas de double coque, par exemple, et ce qui avait fait qu'il s'était fendu en 2, c'était ouvert en 2 carrément. Il a coulé à plus de 100 mètres au large des côtes et tout s'est déversé. Et c'est le problème, eh bien, c'est un aspect, ça illustre un aspect de la dérégulation néolibérale qui permet d'avoir un investisseur, un armateur qui est grec, un bateau qui appartient à Total, mais en fait qui est enregistré à Malte, avec une assurance qui est à Londres, le système bancaire référent qui est dans un paradis fiscal, et c'est très, très, très dur de trouver des responsabilités. L'autre point, c'est que c'est un aspect intéressant de quelque chose qu'on a perdu, du service national. On ne va pas faire un sujet sur le service national, mais voilà, tous ceux qui à ce moment-là étaient au service national, à cet endroit-là, eh ben, ont une petite fierté dans leur vie de se dire que collectivement, ils ont contribué au nettoyage de nos côtes, alors qu'en l'occurrence Noirmoutier, euh, ouais, c'est drôle. Oui, c'est dangereux la Bretagne. Non mais vraiment en fait, j'ai un permis bateau et un permis hauturier et les calculs de marée, bon, on se plante facilement, hein. On se prend facilement des, des hauts fonds. Bon, c'est pas simple. Mais en dehors de ça, voilà. Et on manque de bras dans des moments critiques. On l'a vu dans différents pays, hein, où ils ont maintenu le service national, même en Allemagne, en Tchécoslovaquie, je pense aux grandes, grandes inondations. Eh ben, c'est pas facile de trouver tout de suite 50 000 volontaires organisés pour
mettre des sacs de sable, faire des digues temporaires ou aider les populations. Ouais, l'avantage du service national, c'est que vous avez des jeunes qui peuvent faire ça et venir en appui dans les moments de grandes, graves crises climatiques ou écologiques. Voilà. Donc, souvenir de l'ERICA, voilà. Un salut à tous ceux qui étaient sur Noirmoutier, si nous regardent, et un salut aux Bretons. Non, tout à fait. C'est important de rappeler, toutes ces catastrophes, parce qu'il y en a eu d'autres après, puisque les Erika, comme souvent en France, c'était, le plus jamais ça. Mais Ouais. malheureusement, il y a eu, on voit que, bah, la lutte contre les pavillons de complaisance, ouais, ça, je crois que ça a jamais vraiment existé. C'est comme la lutte, c'est notre ennemi, c'est la finance, tout en autorisant les paradis fiscaux. Et voilà, je Voilà, pense que bah, non, je vois les messages. Jean-Pierre Leroux: «Non, vous avez pas pu me voir parce on avait des tenues, blanches, qui couvraient la tête et tout. Mais on avait des petits seaux et des grandes pelles». Et par contre, je vois, toi, tu peux le mettre en de Marco. Il y a un bouquin chez l'Esprit Frappeur sur le naufrage de l'Erika. Je ne connaissais pas, pour ceux que ça intéresse. Merci Marco pour la référence. mmh, ce qui est sûr, Et c'est oui, Galicie, il a raison Galicie, rien n'est jamais la faute de personne en France. Mais ça, c'est très, très important ce que vous dites. On a un vrai problème dans ce pays, c'est la responsabilité. En général, on n'apprend pas ça aux enfants à l'école et personne n'est responsable. Les profs, si les cours sont mal faits, sont pas responsables. Les parents sont pas responsables et tout ça, évidemment, ça commence à pourrir par la tête. C'est des gouvernants qui ne sont jamais responsables. Je pense qu'on a eu un masterclass en irresponsabilité assumé jeudi dernier de la part du président de la République à 20 h en disant: «Ah, il n'y a pas ma faute, je suis que président depuis 7 ans, je ne suis responsable de rien. C'est les autres». Qui c'est les autres? Dieu seul le sait. oui, on n'a plus un pays d'irresponsables, on a un pays de pas responsables. C'est effectivement, on l'a vu d'ailleurs, c'était pendant on en a parlé souvent, c'est la fin des Éprus, heu ou par exemple des Peut-être de qu'on pourra en parler tout à l'heure avec Hervé Carès, parce qu'on est en retard, Pedro. Il nous reste que 10 minutes, 10-15 tout minutes. à fait. Mais il a raison, Pedro, ce sont les établissements publics des réponses aux urgences sanitaires qu'avec Génie François Hollande, mais aussi Gabriel Attal, qui était petit conseiller de Madame Touraine à l'époque, et le ministre qu'on a eu de la Santé, l'autre l'autre nul là. Bon, ont tous participé à supprimer les EPRUS qui n'existent plus. Donc on n'a plus d'établissement de réaction aux urgences sanitaires. Et ben justement, ça fait un parfait lien avec le sujet d'après qu'en fait on vient déjà de traiter, qui était qu'il y a eu un rapport, de l'Institut Pasteur, justement qui a dit que, bah, les pays qui avaient, des structures, qui avaient, on va dire, un système de santé qui marchait et cetera, bah, ont beaucoup mieux résisté à la pandémie. CQFD, bah, oui, si on a une santé qui marche, si on a des politiques qui prennent les bonnes mesures au bon moment et qui anticipent, bah, il y a pas trop de problèmes. Mais Et dans ce rapport, Pedro, il a mmh, bien raison de souligner, ce qui est intéressant, c'est le problème du buffer, mmh, du matelas, du de la réserve, la réserve. mmh, Le problème du système néolibéral contemporain, c'est que tout est à flux tendu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un passé, pour ceux qui ont, comme moi 50 ans, les magasins avaient une arrière-salle avec des stocks, du petit au grand magasin, et il y a eu beaucoup de stocks. Mais là, tout est pensé pour limiter les coûts, tout est à flux tendu. On calcule au plus juste le nombre de seringues qu'on va avoir dans les hôpitaux, au plus juste le nombre de papiers toilettes qu'on a dans un magasin. Bref, tout est tout le temps à flux tendu. Or, ce que dit ce rapport, eh bien, c'est que quand il y a de la respiration, c'est-à-dire, par exemple, des lits non utilisés, oh, le drame! On a 4 000 lits non utilisés en permanence. Eh ben, c'est utile quand il y a tout à coup 4 000 personnes à mettre dans un hôpital. mmh. Au lieu de ça, ils s'entassent. Mais en dehors de la crise Covid, on a tout le temps des rapports de médecins urgentistes qui n'en peuvent plus, de gens qui sont dans des couloirs et aller aux urgences. C'est effarant. Enfin, justement, y compris à Paris, hein, le manque de lits fait que on entasse des gens qui ont des pathologies différentes aux mêmes endroits.
et donc ça augmente la mortalité et évidemment les maladies nosocomiales, c'est-à-dire les maladies qui s'attrapent à l'hôpital. Et un système où il y a une réserve, un buffer, un matelas, eh ben, c'est un truc qui fonctionne. C'est pareil pour tout. Quand on Mmh. fait une guerre, on ne peut pas gagner si on n'a pas des unités de réserve qui peuvent profiter pour faire d'une percée, pour rentrer dans la percée. Et ils ne servent à rien en attendant. C'est une réserve, ça sert à ça. Ben là, on a des gens qui pensent sans réserve parce que ça coûte. D'où la fermeture des établissements publics de réaction aux urgences sanitaires. Oh là 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 là, 600 personnes en France qui ne travaillent pas parce qu'il n'y a pas tout le temps une urgence sanitaire. Mais justement, ils servent à être prêts quand il y a un truc. Voilà. Et ben ça, un néolibéral est incapable de le comprendre. Et il faut un petit gain, un tout petit gain d'élimination du nombre de lits qui n'est pas utilisé ou des éprus, mais il se retrouve avec une note colossale parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut au bon moment. Et là, il faut improviser et ça coûte toujours beaucoup plus cher. Tout à fait, on se souvient de l'exemple grotesque de la gare Montparnasse. Donc gare Montparnasse qui est censée être reliée à 3 générateurs, du moins 3 approvisionnements d'électricité et que pour des économies, bah, ils avaient relié tout au même endroit, le truc a brûlé, il y a plus de jus à Montparnasse et d'un seul coup, on leur dit: «Mais tous ces systèmes-là sont censés être redondants», comme Eh tu l'as oui. dit et pour économiser, on a tout branché au même endroit et donc c'était grotesque à l'époque. Je crois que d'ailleurs, la SNCF avait porté plainte, Mais le message d'Hypatie est exact. Les flux tendus, c'est laisser tomber les 5 de sécurité qui font que ça fonctionnait à 100. Exemple, les trains qui arrivent à l'heure. En coup, très drôle: «Georges, on a des cerveaux de politiciens non utilisés, ils sont en flux tendu dans la connerie». C'est pas faux, c'est pas faux et Mad Mel Gibson, eh ben, logique libérale, flux tendu, exactement. mmh, Voilà, c'est exactement ça. tout à fait. Alors, par contre, je ne sais pas où est-ce que tu as dîné hier, Georges, mais il y a quelqu'un qui a dîné avec, le gouverneur du Canada, donc un nouvel État, canadien, du moins un nouvel État américain. Donc c'est Donald Trump qui a dîné et c'est la deuxième fois, hein, qu'il fait cette blague avec le gouverneur, Justin Trudeau. Alors au moins c'est clair, c'est le retour de la doctrine Monroe, si on peut dire ça, dans toute sa splendeur, que les Américains assument, leur, mainmise sur le Canada. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bon, déjà, c'est drôle, mais vous vous imaginez la nature du scandale diplomatique? Pour comparer, alors c'est pas aussi tendu en ce moment, mais c'est comme si Vladimir Poutine disait au président, polonais, qu'il traite de il dit: «Ah bah, le gouverneur». C'est délirant. C'est une annexion, symbolique du pays. Bon, alors il peut se le permettre parce que c'est le président des États-Unis qui a une grosse, grosse, grosse armée et qu'il est un peu cinglé et qu'il veut mettre des taxes. En fait, tout ça, c'est parce que derrière, Donald Trump est l'expression la plus aboutie, la plus violente, verbalement et dans la gestuelle, mais de ce que vise, l'État profond américain, à savoir une logique impériale, et de conquête. Et il est vrai que concrètement, la partie anglaise du Canada, ça ressemble quand même à un très, très, très gros, une très grosse banlieue américaine. Des villes comme Toronto ont pas grand-chose d'originalement, canadien, en tout cas de mon point de vue. Rien à voir avec le Québec qui a une vraie identité, en propre d'ailleurs. Peut-être qu'il serait temps un jour que le Québec soit libre enfin et indépendant, en particulier si les États-Unis ont une velléité, d'annexion ou au moins d'accroître la tutelle sur le Canada, parce qu'il y a déjà une tutelle et dans cette façon violente d'obtenir ce qu'il veut, Donald Trump les menace de, taxes supplémentaires. Donc lui, ça ne gêne pas, hein. C'est ce qui gêne nos amis de la Commission européenne. Il veut récupérer de l'argent, et il sait très bien que si les États-Unis se mettent à taxer, le Canada, ça fera une crise économique au Canada. Voilà, d'où la cette approche, on va dire amusante et qui me fait penser à Jean-Luc Mélenchon quand je travaillais avec lui, qui, dans les moments où il se laissait aller un petit coup de trop, il disait: «Ah mais la Belgique, on va tout annexer jusqu'à Bruxelles».
Effectivement, c'est cocasse maintenant, il faut savoir parce que ça a été souvent posé, ça a été posé il y a pas si longtemps que ça quand on évoquait la doctrine Monroe, mais c'est important, de comprendre la doctrine Monroe, c'est l'Amérique aux Américains et l'Amérique aux Américains, ça veut dire du Canada au Chili, c'est l'intégralité du continent. Donc ça le fait qu'ils disent ça dans un sens, ne fait qu'entériner, cette logique, cette doctrine américaine qui est que pour eux, de l'Amérique centrale, les Caraïbes, l'Amérique du Sud, tout leur appartient et c'est leur zone d'influence et il est hors de question que quelqu'un y touche. On va parler d'un autre sujet, très rapidement, mais encore un sujet très positif qui donne le moral et cetera, surtout, avec la crise qui se profile. C'est la situation des entreprises françaises se dégrade très rapidement, en particulier les réserves de cash. Et quand on sait que les banques ne prêtent plus, on ne peut être qu'inquiété. Les délais de paiement, s'allongent, tout préfigure à un crash monumental de notre économie. Apparemment, Bruno Le Maire était pas très préoccupé de ça puisque quand il s'est trompé dans ses calculs, je suis pas sûr que les politiques actuelles en aient pris réellement conscience, mais on voilà, je sais pas ce que tu en penses, Georges? J'en pense que ce que tu viens de dire, il faudrait qu'on traite le sujet, plus sérieusement, entre autres avec, avec Jacques Sapir. Mais tout ça est assez logique et va dans le sens de ce qui d'un effondrement de notre économie, d'une entrée en récession, et c'est vrai que les trésoreries des entreprises sont au plus mal. D'autant plus que s'ajoute à tout le reste des problèmes de remboursement, des aides qui avaient été, données, qui ont été échelonnées, mais bah, à un moment donné, la douloureuse arrive et elle arrive pas au bon moment. Voilà, au moment où il y a des gros manques de trésorerie. On en connaît quelque chose, je crois, Pedro. Nous sommes exactement dans une situation où, bah, ça va, on n'est pas déficitaire à Fréquence Populaire, mais on a un décalage d'un mois de trésorerie et bah, je vous avoue que c'est galère. Ouais, c'est un peu Mmh. agaçant. Donc on Mais n'a pas de matelas. On n'a pas de matelas cash, voilà. On est en flux tendu total, flux tendu permanent. Voilà et donc nous, faut qu'on arrête le flux tendu parce que Pedro là, on est en retard parce que Pedro accompagnait son fils à l'école aujourd'hui et l'école a eu 20 minutes de retard, voilà pour je ne sais quelle sortie et résultat des courses, bah, tout est en retard et on est totalement à flux tendu. et Donc ben, on va essayer de ne on plus va être à attaquer flux le tendu. dernier sujet, Allez. Georges, qui est un sujet que je sais, toi, tu vas nous expliquer, qui te tient à cœur. C'est apparemment en France, on estime que les samouraïs au Japon, heu, bah, ils étaient noirs. Et donc ça pose de vives réactions, au Japon. Donc parlons-nous un peu plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que est ce jeu Assassin's Creed Shadow, d'Ubisoft avec un samouraï noir? Alors ça m'intéresse, considérablement puisque, j'ai travaillé à Ubisoft et j'étais directeur de recherche. C'est-à-dire que c'est moi qui ai monté l'équipe de recherche à Ubisoft qui aidait, j'y ai travaillé 10 ans, qui aidait les différents créateurs, à rendre le jeu authentique, réaliste. Donc le truc, c'est que, j'ai travaillé par exemple beaucoup sur Assassin's Creed Odyssey. Une forte responsabilité dans la qualité du décor. Et donc, dans la phase de préparation du jeu, euh, ce, toutes les idées sont proposées. Or, ce jeu-là est fait par les studios d'Ubisoft au Québec, justement, à Québec. Et ce sont, comme beaucoup de Québécois, des gens qui sont très, très occidentaux et très woke en même temps. Et donc, ils sont tombés sur cette histoire du samouraï Yasuke, un samouraï noir, au milieu du Japon médiéval, qui était à l'époque moderne pour nous, mais le Japon médiéval. Et même si cette histoire, parce que j'ai notre ami Tristan à la régie qui nous dit, mais il y avait un samouraï noir, il y avait un samouraï noir. Et puis, il n'était pas tellement samouraï. Le fait est que la seule source un peu forte sur ce Yasuke nous vient d'un roman écrit par un Américain. Eh ouais, Tristan, je suis désolé pour toi. J'ai bossé beaucoup le sujet.
Mais ce Yasuke a existé. Il est arrivé là par le hasard des déplacements marins de l'époque. Le commerce des esclaves n'était pas exactement sur la route du Japon, mais voilà, le hasard des choses fait qu'il a atterri sur cette île, sur l'archipel nippon, et il s'est retrouvé à travailler. Il a été sorte de, au minimum, il a existé, il a été au minimum une sorte de valet Écuyer. d'un daimyo. Non, mais les sources sont pas très claires. Bon, en tout cas, allez, au mieux et selon la légende qui nous vient d'un écrivain américain, encore une fois, il aurait été samouraï. Ni une ni deux, on va avoir un samouraï dans le jeu et bah, il sera que noir. Or, il faut savoir que, pour les joueurs d'Assassin's Creed, ça fait, je sais pas, au moins 15 ans qu'il y a une demande de la communauté des joueurs, mais de faire un Assassin's Creed au Japon, à cause des ninjas et que ça tombe bien dans la dans la ah, dans la marque, Assassin's Creed, et que de toute façon, c'est déjà original de jouer, des, Japonais. Et là, on a quelque chose qui est intéressant parce qu'au Japon, ça a provoqué un scandale, mais délirant. Le jeu a été reporté quand même. Il devait sortir là en novembre pour les fêtes de Noël. Il a été reporté en février. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais peut-être qu'ils vont faire ce que j'avais suggéré à l'époque, c'est-à-dire d'en faire une option, de choisir. Parce que là, c'est super. Vous avez, ça existe dans plusieurs jeux, vous choisissez les personnages, vous pouvez jouer un samouraï japonais, mais pourquoi pas, option Yosuke, avec une explication de pourquoi on pourrait jouer un samouraï noir. Et je pense que ça serait passé très très bien. Mais ils sont tellement woke qu'ils ont voulu ça. Or, à l'époque, je leur avais fait un rapport sur le scandale qu'il y avait eu au Japon avec l'élection de Miss Japon 2015. Si tu peux mettre en héros. Et Miss Japon 2015, qui pour la première fois était métisse. C'était une jeune femme japonaise dont le papa était noir et la maman japonaise. Ça a été un tollé colossal au Japon, avec des pétitions, des discussions au Parlement. Bref, alors, elle est belle comme un cœur, elle est magnifique, mais ça avait fait un énorme scandale. Donc j'avais fait un rapport en disant bah, ça peut être compliqué votre idée, justement au Japon. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'un problème avec les Noirs, c'est un rapport à l'identité nippone qui est très très forte, là encore récemment. Cette année, la Miss du Japon est d'origine ukrainienne, c'est-à-dire qu'elle est totalement ukrainienne, elle est ukrainienne. Or, c'est quelque chose que nous, on accepte chez nous, quelqu'un qui viendrait, je ne sais pas, du Togo, de parents entièrement togolais, et la mère et le père, qui devient naturalisée française, eh ben, elle est française, parce qu'on a une logique universaliste. Et c'est très bien, et c'est comme ça chez nous. Mais c'est pas comme ça chez tout le monde. Tout le monde n'est pas pareil qu'en France, tout le monde n'est pas pareil qu'en Occident, et tout le monde n'est pas à New York. Et donc, elle a dû rendre cette Miss, la nouvelle Miss Japon d'origine ukrainienne, parce qu'elle est devenue japonaise en 2022, mais elle est quand même ethniquement ukrainienne, a dû rendre sa couronne. En plus, il y avait une histoire bizarre, parce que son compagnon, c'est un des membres du jury. Bon, c'est des choses qui arrivent. Mais la question est celle de l'identité. Or, on peut être, nous, choqués. Pourquoi pas? Ah, c'est japonais, ils veulent être que des japonais entre japonais. Ben ouais, mais c'est comme ça. C'est le Japon. Ils ont eu pas que des rapports sympathiques avec leurs voisins, ils ont eu tout à fait des formes d'esclavage, mais ils n'ont pas participé à la traite triangulaire. Ils n'ont pas fait de commerce des Noirs. Il n'y a pas New York. Il n'y a pas 14% de population africaine dans leur pays. Ils n'ont pas eu la colonie française, où pour nous, eh ben, avec les terribles guerre coloniale, mais aussi les échanges. Et ben, on a eu les tirailleurs sénégalais, on a des gens qui sont venus ici, on a une immigration, et il y a une forme de logique, vu l'histoire commune, heureuse et malheureuse qu'il y a entre le continent africain et la France. Or, pour nous qui considérons ça normal, on voudrait que ce soit pareil pour tous les autres, mais ce n'est pas le cas. Et c'est une forme d'appropriation culturelle tout à fait étonnante. Là, on fait un jeu au Japon où il y a des et en plus où énormément de gens ont envie de jouer des Japonais. Moi, je connais tout un tas de joueurs africains qui sont ravis de jouer des Chinois ou des Japonais. Aya Nakamura. Aya Nakamura, mais peu importe. En tout cas, voilà. Et eh ben non, ils ont voulu aller jusqu'au bout dans le truc woke en pensant que ça serait sympa et bien. Voilà. Je ne vous révélerai pas certains secrets
industriel que j'ai sur Ubisoft, mais c'est allé, comme c'est maintenant totalement wokisé cette entreprise, d'ailleurs, les pertes financières qu'elle a sont beaucoup liées à ça, comme pour Walt Disney, comme pour Netflix. Je peux pas vous le dire, mais vous imaginez même pas à quel niveau de délire on est tombé dans le wokisme et dans le mélange de tout et n'importe quoi dans les périodes historiques. Bah, les gens en ont marre, ça leur plaît pas, et les samouraïs japonais, eh ben, ce sont des samouraïs japonais et tout le monde est très content d'avoir des samouraïs japonais. C'est une culture à part entière, une culture fantastique, extraordinaire, très différente de la culture occidentale. Et ce qui est bien dans le monde, eh ben, c'est la différence. Mmh. C'est pas qu'on soit tous à New York et tous pareils, à écouter la même musique, à manger les mêmes trucs. Je suis CQFD, je suis d'accord. Alors, je rajouterais que d'ailleurs, il y a de l'immigration au Japon, mais l'immigration au Japon est constituée de descendants de Japonais. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une énorme immigration brésilienne au Japon, mais uniquement constituée de descendants de Japonais qui sont très mal considérés par les propres Japonais, alors qu'ils sont ethniquement les mêmes. C'est-à-dire que même ça, c'est compliqué.